Bienvenue à toutes et à tous, salut à tous et bienvenue donc à la messe médiatique de ce dimanche 27 mars 2022. Merci de nous avoir choisis encore pour vous purifier et merci à tous ceux qui nous suivent depuis les États-Unis. Je pense à un ami Kevin Yao Sylvestre depuis les États-Unis qui nous suit régulièrement. Il sonne 13h passées de 33 minutes dans les pendules de la paroisse Bon Berger de la télévision deuxième. C'est la même heure à la paroisse Saint-Pierre et Paul de Yader-Bou. Nous sommes dans la Cosa. Merci de vous brancher, de vous connecter pour nous suivre. Le sommet sur la cybercriminalité dans notre pays, le Togo, a été la capitale. Le lancement du câble sous-marin de Google, le renouvellement des membres de la Commission électorale nationale indépendante SCI, et puis le tandem gouvernement syndicat des enseignants du Togo. Voilà l'essentiel de l'évangile de ce dimanche. Germain Pouli à droite, le patron du magazine Togo Réveil, et Kwame Kwame Mayaba, c'est bien ça le nom de le petit nom? Oui, c'est bien ça. Kwame. Il y a un autre? Non, Valentin, voilà. Kwame, donc Valentin Kwame Mayaba du journal Le Sorbona, et c'est aussi le Symposium. C'est en même temps un site en ligne. Sont les co-célébrants de cette messe. C'est des habitués du plateau. L'un est en passe de devenir le consultant permanent de cette émission. Celui, c'est Germain. Germain, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous les téléspectateurs de TV2. Comment? Oui, je vais bien. Je salue tous ceux qui actuellement sont branchés et qui nous suivent. Moi, je suis Eric Tamandé, le prince héritier de Pagouda. Oui. Devant moi, c'est bien Maki Ibrahim d'abord qui nous capte en image et nous transmet à Quentin Dola qui nous distribue sur vos petits et grands écrans, c'est selon. Alors, merci une fois encore. Avant de commencer, Germain Kwame, il me plaît, et avec votre permission, de vous dire ou de vous rappeler que aujourd'hui, 27 mars, fait 2 ans, jour pour jour, que le confrère Dominique Alizou, fondateur du journal chronique de la semaine,
a quitté ce monde des vivants, emporté par une balle du colonel Virus, dont il a été d'ailleurs et tristement la toute première victime. Le voilà à l'écran de Mikalizou. 2 ans après, on s'en souvient comme si c'était seulement hier. Triste nouvelle qui nous tombait là-dessus le 27 mars, alors qu'on comptait les premiers signes de cette maladie le 6 mars, et quelques semaines ont suffi au colonel pour emporter notre confrère, la toute première victime de ce mal. Une fois encore à son âme, et puis j'espère que Dieu continue par protéger sa famille aussi bien biologique que professionnelle. Nous sommes très heureux de constater quand même que son journal continue par vivre. Le voilà, c'est chronique de la semaine. Et toutes nos félicitations à ceux qui assurent la relève de ce journal et qui ont donc maintenu la mémoire de Dominique à travers les différentes publications. Germain, oui, comme vous avez dit l'essentiel, à commencer par le fait que son journal a survécu à sa disparition, c'est quelque chose d'assez inhabituel, ce qui veut dire que son œuvre continue après lui, ce qui est une bonne chose, et ce qui fait qu'il reste à jamais pour longtemps, et à jamais, j'allais dire, dans les mémoires de ceux qui l'ont connu et aimé. Ça fait 2 ans, mais comme c'était hier, et la dernière disparition que nous sommes en train de pleurer, c'est celle de Joël Ega. Mais n'empêche qu'avant le qui a été animé le samedi, c'est pas ça. Il y a eu donc Dominique, il y a eu Djakala, il y a eu bien d'autres aussi qui nous ont quittés très tôt, donc au cours de ces 2 dernières années. Donc demander à Dieu de continuer par apaiser sa famille biologique, de pouvoir prendre soin de sa femme et de ses enfants. Et encore une fois, féliciter cette équipe-là qui a pu maintenir la flamme, ce journal qui sort toutes les semaines. Et pour nous qui sommes encore vivants, c'est de prier. On dit merci déjà à Dieu pour notre vie. Merci pour chaque jour qu'il nous donne, sachant bien que notre tour aussi arrivera. On ne sera pas peut-être là pour assister à tout cela, mais c'est un cheminement tout à fait normal. Nous prions simplement que nos dates soient un peu plus repoussées. Mais la vérité est là, c'est que elle va arriver un jour. Arrivera. Et donc, pour nous les vivants, je crois qu'il est important de continuer à prier. Voilà, mais là vous connaissez bien Dominique, c'est un fidèle de ce plateau, parfois ça soit à gauche ou à droite, et toujours souriant et serein dans sa posture, droit à sa botte, dans ses analyses. 2 ans déjà, on dirait que c'est hier. Oui, vraiment c'est vraiment un rappel de mémoire, parce que Dominique nous a quitté dans des conditions que tout le monde connaît, parce que la première victime de Covid au Togo, quand même, ça reste dans l'histoire. Dominique n'était pas quelqu'un qui est méconnu du public. Tout le monde connaît sa position. C'est un journaliste plein. Au-delà de tout, j'ai eu à partager, avant qu'on dise plusieurs fois le plateau ensemble. Je connais l'homme en personne. C'est un confrère qui est plein, au-delà des critiques portées contre lui. Et vraiment, c'est difficile de n'allons pas faire ce parcours de passé, mais ce que nous allons demander, comme l'a dit déjà Germain, qu'il nous a devancé, parce que c'est un domaine de nous tous. Et nous ont devancé, et nous allons leur demander, au Seigneur de leur accorder un repos éternel, et que par-dessus tout, nous qui sommes encore vivants, que nous puissions faire l'effort de jouer notre partition sur cette terre avant que ce temps-là nous arrive. C'est vrai,
ce qui a été très pathétique dans l'activité, dans ce qui s'est passé avec la disparition de Dominique, c'est que son œuvre continue malgré qu'il soit parti, parce que c'est rare, c'est rare parce qu'aujourd'hui, même dans le monde politique ou dans le monde professionnel, ça existe. Souvent on dit quelqu'un qui son parti politique, mais le parti aussi disparaît. De même, nous, journalistes, quand tu as ton journal, tu n'es plus le journal, difficilement peut apparaître. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose de pathétique que nous avons constaté dans l'activité, dans l'œuvre qu'a joué normalement Dominique et toute son équipe. Au-delà de tout, nous allons continuer à demander à ce que le Seigneur puisse donner, prêter notre force à cette équipe-là qui continue son œuvre et que, tout ce qui a été comme des hauts départ, que cela soit aplani, que nous puissions quand même nous retrouver au-delà de tout. Effectivement, ça va saluer vraiment féliciter l'équipe de chronique de la semaine. Nous avons des journaux comme le Combat du Peuple, le Courrier de la République, que sais-je encore, qu'on ne voit plus parce que leurs corps de créateurs ne sont plus. Ça aussi, c'est une occasion pour lancer un appel à l'endroit des autorités pour que, franchement, on ne finira jamais. C'est inutile que ces journalistes, ces fils, ces filles surtout, se donnent des initiatives, cherchent par pour entretenir la flamme de la communication. Ils méritent qu'on leur prête vraiment une oreille afin que non seulement qu'ils se dessinent aussi tôt dans des situations aussi déplorables, mais qu'effectivement on veille à ce que après eux, leurs œuvres continuent à parler d'eux. Un sommet sur la cybercriminalité a eu lieu cette semaine. C'était sous la haute couverture de la presse aussi bien nationale qu'internationale, dont je vous propose une revue. Faure Gnassingbé, distingué au sommet de Lomé sur la cybersécurité. Apprend-on de la Nouvelle Tribune. C'est un véritable centre international de conférences que Lomé, la capitale du Togo, a eu l'honneur d'abriter. Renchéri Togo Matin. Selon Togo Presse, il s'agit de faire du Togo un hub digital attractif pour les investisseurs, d'où un appel à un espace cyber sain et prospère, comme le précise le même journal. Fort sacré champion d'Afrique de la cybersécurité. Lit-on dans Ouattara les vainqueurs. 700 participants, dont une vingtaine de chefs d'État et de ministres, ont pris part à ce sommet, comme le précise Dunia Le Monde. Compte tenu de l'enjeu du sommet, indique le chargement, Faure Gnassingbé a procédé lui-même à son lancement. C'est le premier sommet du genre qui fait de Fort les champions d'Afrique en matière de cybersécurité, fait observer Chronique de la semaine. Ce sommet a permis au Togo d'exprimer son leadership, renchérit Gazelle Info. C'est un sommet organisé par le gouvernement togolais et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique qui avait plusieurs points au programme, relève le libéral. Faure Gnassingbé, champion d'Afrique de la cybersécurité, lance le tonnerre. Selon le chef de l'État togolais, cité par Togo Réveil, ce sommet est une obligation d'apporter des réponses idoines et tracer la voie à suivre pour lutter efficacement contre la cybercriminalité. Germain, c'est quoi pour le commun des mortels la cybercriminalité, un sommet sur la cybercriminalité? Il devait s'agir de quoi pour le Togolais Randara? Il faut préciser que c'est déjà le tout premier sommet qui s'organise sur ce thème-là, la cybercriminalité, donc en Afrique. Et c'est le Togo qui a initié ce sommet-là en collaboration, comme vous l'avez dit,
avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui déjà à l'ouverture a tenu à décerner ce prix au chef de l'État, champion d'Afrique de lutte contre la cybercriminalité, parce que justement le Togo a eu cette initiative-là de réunir donc une trentaine de pays sur la cinquantaine que compte l'Afrique pour réfléchir et avoir un espace africain donc sécurisé. La cybercriminalité, ce sont des crimes qui se commettent à travers le digital, à travers le numérique, à travers Internet. On s'en superçoit pas comme ça, mais vous savez, plusieurs infractions et même des crimes peuvent être commis à travers un téléphone, à travers un ordinateur qui est branché, et on peut avoir accès à des données donc de personnes privées. On peut avoir accès même à un compte bancaire à travers donc, Internet, et entrer vidéo votre compte, on peut avoir accès à un système de sécurité, et même en ce qui concerne l'armée et tout ce que vous savez. Et donc c'est assez risqué, et il y a des infractions mineures qui sont commises par des gens qu'on connaît ici dans le pays. Avant, à l'époque, ils étaient tout le temps dans les cyber en train d'arnaquer, de faire des offres mirobolantes aux citoyens qui, dès qu'ils envoient l'argent, le bonhomme disparaît sur Internet, la structure n'a jamais existé, ça c'est des mineurs. Et donc l'ampleur de ces crimes-là sont énormes, et la Commission économique de l'Afrique pour les Nations Unies a cité plusieurs rapports dans lesquels on constate que c'est des millions de personnes qui sont victimes de ces crimes-là tous les ans. Et quand on prend déjà en 2020 par exemple, selon la Commission, dans un pays comme le Kenya, il y a eu plus de 36 millions de personnes qui ont été victimes de ces crimes-là. Dans un pays comme l'Afrique du Sud, il y a une trentaine de millions. Un pays comme le Nigeria, il y a 16-17 millions de victimes, ainsi de suite, au Togo en parle pas. Et donc c'est une situation réelle, à une époque où tous nos pays convergent vers la limitation et la digitalisation. Aujourd'hui, le monde est devenu un petit village, comme on le dit, parce que justement, il y a Internet, parce qu'il y a la digitalisation, et tout se fait aujourd'hui à travers le numérique, et les affaires se font énormément aussi à travers le numérique, et c'est normal que cet espace-là, qui est nouveau et sur lequel affluent plusieurs personnes, soit sécurisé. Et je crois que c'est l'objectif de ce sommet-là, qui a réuni donc plus de 700 participants ici à Lomé pendant 2 jours, et qui a été soldé par une déclaration, dite la déclaration de Lomé. D'accord. La déclaration de Lomé, une chose est d'organiser un sommet contre la cybercriminalité, mais l'autre et la plus importante, c'est bien ce que mon frère est en train d'annoncer. Je crois que de cette déclaration, on peut espérer des lendemains meilleurs en matière de lutte contre la criminalité, la cybercriminalité. Oui, ce n'est pas rien, parce qu'un sommet sur la supercriminalité, je crois que ce n'est pas tombé des nuits. Et il faut comprendre que c'est un secteur, c'est un domaine qui est méconnu du grand public, puisque quand on parle de digital, beaucoup ne connaissaient pas ce secteur ou ce domaine-là, mais c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de crimes qui se commettent. Sans que les gens ne sachent. Aujourd'hui, je crois que les gouvernants ont pensé juste pour réfléchir sur cet aspect, puisque quand le Togo, je crois que c'est le Togo qui est le premier pays à organiser un sommet de ce genre, ou qui a réuni pratiquement une trentaine de pays. Et donc aujourd'hui, je crois que cette déclaration appelée déclaration de Lomé peut accoucher d'une souris, parce que il y aurait quand même des mesures qui seront prises là-bas pour lutter efficacement contre ce fléau-là.
Et je pense que beaucoup de chefs d'État et de gouvernement qui ont pris part à ce sommet vont tenir compte, puisque vous savez que dans beaucoup de pays, ces phénomènes-là, ces fléaux-là existent et qui en font beaucoup de crimes. Mais aujourd'hui, par rapport aux dispositions qui ont été prises ou aux mesures qui ont été prises par rapport à ce sommet, je crois que les chefs d'État et de gouvernement seront regardants sur des mécanismes qu'il faut prendre ou qu'il faut adopter pour que ces genres de fléaux ne puissent exister. C'est vrai que nous ne pouvons pas dire qu'à 100% on peut lutter contre les cybercriminels, mais on peut quand même tenter de limiter un peu cette propagation-là qui est en train de faire beaucoup de victimes. Et si on ne fait rien, puisque nous sommes dans le monde du numérique, si on ne pense pas à des stratégies de ce genre, plus le monde évolue. Et dans ce sens-là, plus également, on aurait beaucoup plus de cybercriminels qui vont aussi commencer à activer des stratégies pour peut-être nuire à ce domaine-là. C'est pourquoi justement ce sommet, je le disais tantôt, n'est pas un sommet de rien, mais au moins qu'il puisse apporter un plus à tous les participants, à tous les pays qui ont pris part à ce sommet-là. Et ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas parce que un sommet a été organisé à Lomé et tout, non, c'est parce que les enjeux qui sont définis par rapport aux objectifs fixés par ce sommet sont tellement importants à réfléchir et à prendre en considération pour que tout ce qui va se décider ou ça a été décidé puisse être mis en application afin que nous ne puissions pas, ou les pays, les différents participants ne puissent pas quand même mettre ça dans les tiroirs. Et le plus important ici, c'est que il faut faire avec, parce que quand je dis il faut faire avec, non, il faut tenir compte justement des différentes situations qui prévaut dans chaque cas de figure. Ici, le Togo, le chef de l'État d'ailleurs même a été décerné, il y a un prix qui lui a été décerné. Si je pense qu'à partir de cela, il y a beaucoup d'enjeux qui seront mis et que nous allons peut-être essayer de penser que le Togo, quand même, c'est un bon élève en matière de beaucoup d'initiatives. Beaucoup d'initiatives ont été prises ici à Lomé et que nous, Togolais, nous ne voyons pas. Quand tu sors aujourd'hui, tu demandes à un Togolais, quelle est l'importance de ce sommet, c'est quoi? Beaucoup te diront, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire, mais disons-nous la vérité, je crois qu'il faut penser juste. C'est vrai qu'il y a des problèmes endogènes, mais aussi au-delà de tout ce que nous vivons, il faut réfléchir sur plusieurs plans, plusieurs aspects, afin que nous puissions finir avec des choses. Le trophée, oui, le chef de l'État a eu ce trophée, c'est à l'honneur du Togo, du pays, mais au-delà, comme le fleuret, au-delà du trophée lui-même, qu'est-ce qui se cache comme message derrière? En fait, vous savez, quand le chef de l'État a pris ce trophée, il a souri parce qu'il estime que le travail n'est pas encore fait. Voilà. La bataille ne fait que commencer. Et on lui donne un trophée, là, c'est comme pour lui dire, là, vous avez du pain sur la planche en réalité. Donc c'est comme ça qu'il le prend. Comme une motivation pour aller de l'avant. Il a eu ce trophée justement parce que notre pays a fait de grands efforts en matière de réalisation. Nous avons une agence nationale de cybersécurité. Nous avons un centre de riposte aux attaques numériques. Nous avons la loi sur la protection des données personnelles qui a été votée. Et le Togo a véritablement une ambition de faire de son territoire un œuvre numérique assez important, avec de gros investissements qui sont faits. Vous savez que nous sommes le premier pays à avoir la 5G en Afrique de l'Ouest. Et donc, toutes ces choses-là, en plus de l'arrivée du câble mobile la dernière fois, le chute le Togo en Afrique. C'est pour dire que c'est des efforts qui sont reconnus à l'international et on pense que l'avenir du numérique, je dirais pas radio au Togo, mais va impacter la vie de ce pays, de ses habitants et son économie surtout. C'est d'ailleurs pour ça que le Togo a créé
ministère chargé de l'économie numérique. Donc ce trophée pour le président, c'est, comme on le dit, là il faut foncer. Parce qu'il estime qu'il n'a pas encore fait grand-chose, qu'il y a beaucoup à faire. Et ce sommet-là, le Togo l'a voulu parce qu'on ne peut pas faire la guerre aux criminels sur Internet en restant dans son pays. Comme je le disais, avec Internet, nous sommes devenus un petit village. Tout à l'heure, votre cousin qui est aux États-Unis ou en Asie, vous le disiez, il y a des gens qui nous écoutent aux États-Unis. Dans cette émission, c'est grâce à Internet. Voilà, donc, et on ne peut pas mener cette lutte-là sans qu'il y ait une collaboration effective, une collaboration entre les États. Et c'est le premier appel que le sommet de Lomé a lancé, c'est de mettre en place ce cadre de collaboration-là. Après, il y a eu une déclaration de Malabo, une convention qui avait été signée sur la protection des données à caractère personnel. Et le Togo a appelé la plupart des pays qui ont signé cette convention-là, qui est une convention de l'Union africaine, de la mettre effectivement en application, ce qui n'est pas fait dans de nombreux pays, d'aller aussi mettre en place des infrastructures qui entrent un peu dans cette lutte-là, ce qui n'est pas fait aussi dans de nombreux pays. Donc cette déclaration va exhorter les uns et les autres à mettre en place tout cela. Donc pour le Togo, ça va être une grande responsabilité parce qu'il faut effectivement faire le suivi de tout ce qui a été fait et dit à Lomé. Et je pense qu'avec les engagements de notre pays, ses ambitions et tout ce qu'on voit au Togo en termes de numérique aujourd'hui, le Togo est bien parti pour jouer ces premiers rôles-là. Et c'est une responsabilité. Donc la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui est co-organisatrice de ce sommet, il faut le rappeler, confie au Togo. C'est une fierté, mais c'est beaucoup de responsabilités. Et je pense que le président togolais a la taille de ce qu'il attend. D'accord. Globalement, disons que la sécurité constitue vraiment une grande préoccupation pour notre pays, le Togo. Parce que hier, sommet sur la cybersécurité et criminalité, mais au quotidien, on voit le chef de l'État et son gouvernement par l'intermédiaire de son ministre de la sécurité sur plusieurs fronts territorialement parlant pour lutter contre l'insécurité. Et là, vous rappelez de combien de fois notre armée a dû repousser ou réagir dans le nord du pays pour repousser certaines tentatives d'attaque. Donc, disons que la sécurité devient de plus en plus une préoccupation pour le Togo. Non, plus qu'une préoccupation, parce que quand vous regardez un peu les actions dans le sens de la sécurité que mène l'équipe de Fonya Singé aujourd'hui, il est à noter clairement que c'est une préoccupation majeure pour l'ensemble de cette équipe-là, qui met les moyens, vous le dites, met les moyens pour que nous puissions arriver à un niveau où nous soyons cités comme exemple en matière de sécurité, tant sur le plan, la sécurité territoriale que digitale. Donc, sur tous les plans en termes de sécurité, le Togo fait des efforts dans ce sens. Sans savoir, comme tu as pu le relever, entre-temps, quand il y avait des attentes, il y a eu des tentatives qui ont tenté, les djihadistes qui ont tenté de pénétrer notre territoire vers le grand nord de choses. Voyez dire promptement comment nos forces de l'ordre de sécurité ont réagi, avec cette clairvoyance même du ministre de la Sécurité qui met les bouchées doubles justement pour pouvoir lutter efficacement contre ces bandits de rue. Et je crois qu'aujourd'hui, sur tous les plans, le Togo, surtout sur le plan sécuritaire, le Togo fait des efforts, c'est inlassable dans ce sens-là.
nous disons que ce n'est pas quand même un bâton rompu, il faut toujours continuer dans cette dynamique-là, puisque même si vous aspirez à une paix durable, il faut la sécurité. Donc, je crois que depuis longtemps, ce n'est pas ces dernières années, depuis longtemps, le Togo est considéré comme un pays où il y a la sécurité, il y a la paix, il y a tout ce que vous voulez. Donc, nous sommes ancêtres ou filles de ce concept-là et nous ne pouvons pas nous lasser, que ce soit sur le plan dans pratiquement tous les domaines. Il y a toujours l'œil regardant du gouvernement et du président de la République, de son gouvernement, à faire de façon à ce que nous soyons à l'abri justement de ces bandits-là ou de ces officiers. Mais ce que nous allons demander, que cette lutte-là, qu'on mette les moyens, que les partenaires ayant vu que nous sommes toujours en train de mener des efforts dans le sens là, puissent nous apporter, nous apporter un coup de pouce en même temps, à endiguer ce mal. En même temps, Germain, est-ce que le Togo ne risque pas de s'attirer davantage, d'attirer davantage l'attention des criminels sur lui par son acharnement à combattre? On dit souvent, c'est Jean-Paul Sartre qui dit qu'on rencontre son ennemi par le chemin qu'on prend pour l'éviter souvent. Est-ce que cela ne risque pas de nous attirer d'une manière et d'une autre au regard de la médaille? La réalité, c'est que, on l'avait dit, Jean-Paul Sartre, il a raison par droit, mais en même temps on dit qu'il peut la faire que par la guerre. Tout à fait. Ça aussi. C'est Mahomet qui l'avait dit. Ça aussi, c'est valable. C'est pour dire. Il avait ajouté que il veut rester tranquille. Voilà. D'abord, le paradis est à l'ombre des épées. Comme un pays comme le Bénin, mais vous serez frappé. Actuellement, le Bénin est frappé par le terrorisme, mais c'est un pays qui ne fait pas beaucoup parler de lui sur le plan militaire, qui ne donne pas l'impression, mais ça n'empêche pas. Donc je crois que le Togo a depuis toujours, bien avant l'arrivée du président fort au pouvoir, choisi la paix comme socle de tout développement. C'est-à-dire que ce qui est normal, et le Togo a pris exemple sur un pays qu'on appelle la Suisse, qui est pratiquement le pays le plus paisible, le plus honnête, pratiquement de la Terre, qui a créé toutes les conditions qui font qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont de l'argent vont le sécuriser en Suisse. Les grandes institutions internationales, après New York, c'est en Suisse, donc ces institutions sont basées. Et c'est justement parce que ce pays a travaillé pour instaurer une paix durable, et le Togo aussi essaie de travailler dans ce sens. Maintenant, c'est vrai qu'on pourrait se dire, il n'y a pas que ce sommet sur cette sécurité, sur la cybersécurité, il y a eu le sommet sur la sécurité maritime qui a eu lieu il y a quelques années. C'est parce qu'il y a de nouveaux enjeux qui font que le chef de l'État est passé à la refondation des forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, les menaces ne sont plus les menaces traditionnelles des bandits, des braquages, des guerres entre l'État et tout ça, mais vous verrez qu'au niveau de la mer qui porte en elle une grande partie de l'économie, aujourd'hui on parle de l'économie maritime, aussi elle vient de diriger un département ministériel consacré donc à cette économie-là. Donc il faut aller par rapport aux nouveaux enjeux et le terrorisme aussi. Donc vous voyez que le Togo s'est préparé depuis, n'a pas attendu d'être attaqué avant de se préparer. Je crois qu'il faut anticiper. C'est vrai que parfois ça coûte cher, parfois ça mobilise beaucoup de ressources, mais il faut le faire parce que la vie n'a pas de prix. Vous verrez que oui, la paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Et dans tous les pays où les gens ont de la richesse, où ils sont
plus ou moins à l'aise. Quand la paix manque, quand il y a la guerre, tout ça là s'écroule comme des cartes. Et donc voilà pourquoi il faut la stabilité d'abord et après tout le reste pourra se construire. Et donc quand vous prenez le PND aujourd'hui, il y a plusieurs ambitions économiques. Le Togo veut devenir un pays riche avec des citoyens prospères, qui soient riches, qui travaillent et qui aient de quoi vivre décemment. Mais la base, c'est la stabilité. Il faut que, vous avez vu les derniers braquages qu'il y a eu dans ce pays, si ces choses-là ne s'arrêtent pas, vous allez voir que ça va entacher les efforts du gouvernement, parce que si quelqu'un qui fait des recettes se dit que mais après il ne peut pas aller les déposer tranquillement, il ne peut pas aller les chercher tranquillement, donc il y a problème. Et donc vous verrez que c'est pour ça que dans presque sur tous les fronts, le fait de cette sécurité là une priorité. Il y a même eu cette loi-là qui a été votée à l'Assemblée nationale, qui est la loi sur la programmation militaire, qui est destinée à donner beaucoup plus de moyens aux forces de défense et de sécurité. Pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Espérons, parce que qu'on le fasse ou pas, on sera attaqué. Ça, c'est clair. Les gens ne vont pas vous laisser parce qu'ils se disent que vous n'êtes pas armé. Mais même quand vous êtes armé, vous attaquent. Au moins, vous avez de quoi vous défendre. Je pense que le Togo est dans cette situation. Maintenant, après, ça, ce sont des mesures, des dispositions que les hommes prennent. La vraie sécurité aussi, les divines aussi. Il faut aussi beaucoup prier pour que Dieu nous épargne tout cela, au-delà des efforts qui sont consentis par les dirigeants togolais. Merci beaucoup. J'espère, et une fois encore, nous disons merci au gouvernement et à sa tête, son chef d'État, qui veille donc au grain à notre sécurité, à la sécurité de ses citoyens. Et l'autre action remarquable enregistrée cette semaine pour le Togo, c'est l'arrivée par ses côtes du câble sous-marin, peut-être vers une amélioration sans doute de notre réseau Internet. Un câble sous-marin haut débit vient d'être lancé par Google depuis les côtes de notre pays, le Togo. L'information largement partagée par la presse togolaise, dont voici les commentaires. Câble sous-marin, Google choisit le Togo. Lit-on dans Focus Info. Fibre optique et Kiano au Togo offrir une bande passante 20 fois supérieure. Renchérit l'Union pour la patrie. Le Togo est le premier point d'atterrissage du câble sous-marin et Kiano de Google en Afrique, précisait Chronique de la semaine et Togo réveille. Le flash par rapport à cet élément qui venait un peu vers la fin de la semaine, mais que certains journaux comme Togo Réveil, Chronique de la semaine et autres ont pu rattraper. Voilà, je le disais, mais c'est toujours à l'actif du Togo, un câble sous-marin. Ça va ajouter quoi à notre connexion? Oui, ça va ajouter beaucoup de choses. D'ailleurs, même ça a été dit, et c'est le Togo. C'est au Togo que Google a posé sa balise pour installer ce câble marin Kiano. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est renforcer le débit. Nous le disons tantôt que le monde actuellement est un monde digital et un monde numérique. Donc, beaucoup d'activités se mènent là. Donc, s'il faut renforcer ce système-là, je crois que c'est à partir de ce câble-là, on dit c'est 20 fois plus renforcé, plus rapide. Je crois qu'il doit y avoir de la fluidité dans les différentes activités numériques liées au numérique. Donc, vous savez, quand vous rentrez dans les banques aujourd'hui pour faire des opérations, on vous dit parfois la connexion est faible, il y a ceci et cela. Donc, ça ralentit un peu le système ou le circuit numérique. Et donc, je crois que c'est bien si nous allons capitaliser. C'est tout ce qui a été fait, il faut capitaliser cela.
pour que le monde numérique là puisse quand même prendre des échelons. Vous allez voir que nous sommes en train d'aller progressivement. Avec le temps même, ce serait un peu difficilement nous allons constater ce qui est, comment l'appelle-t-on, ce que nous avons l'habitude de constater. Tout le monde va vers le numérique maintenant. Et donc, si pour y arriver, donc, il faut vraiment que le système, tout le système soit renforcé et pour qu'il n'y ait pas de la lenteur, qu'il n'y ait pas de la lenteur dans le traitement de l'information. Et donc, tout ce que nous avons souhaité, c'est que, comme nous l'avons dit, le Togo, c'est une terre bénite parce que toutes les grandes structures, toutes les grandes initiatives foulent leurs pieds au Togo. Leur premier pas au Togo, ce n'est pas rien. C'est par rapport aux enjeux, c'est par rapport à la clairvoyance de ceux qui sont les dirigeants. Et donc, tout égard à tout ça là, nous allons demander à ce que ces initiatives-là ne soient pas mises à l'eau. C'est vrai qu'on est venu, on nous a parlé de ce câble sous-marin qui va nous renforcer les choses. Il faut que nous profitions quand même de ce joyau-là pour que nous puissions quand même rentabiliser par rapport aux activités liées au numérique. Aujourd'hui, le coût de l'Internet est cher, et tout ce que vous connaissez, donc ça ne permet pas justement l'activité numérique qui est voilà, de prospérer et qui est aujourd'hui c'est un champ qui est vaste. Et donc je pense qu'à travers ce câble sous-marin, il y a beaucoup de choses qui seront quand même expérimentées et que nous allons demander à ce que ça soit vraiment sur tout l'ensemble, parce que il ne faut pas que ça soit dans un seul secteur, il faut que ça soit dans l'ensemble, parce que je l'ai dit tantôt, quand vous rentrez dans beaucoup de structures aujourd'hui, c'est le numérique, c'est le digital. Donc il faut toujours attendre qu'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas ceci. Avec ça, ça va booster un peu, les efforts dans ce sens-là. Nous l'espérons parce que on nous avait parlé de contour global, et après nous avons vu ce que ça donnait. Mais nous espérons que, comparaison n'étant pas raison, contour global Google n'est pas câble sous-marin. Mais j'aimerais, pourquoi le petit Togo de 56 600 km² a fait l'objet du choix de Google pour pouvoir lancer ce câble-là? Oui, je crois qu'il faut vraiment se poser la question. Et en même temps qu'on se pose cette question, pouvoir ouvrir les yeux pour reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui avancent dans notre pays, parce que ce câble-là devait passer en principe par le Nigeria, qui est d'abord un grand pays, parfois première ou deuxième puissance africaine, et qui a une population qui consomme assez Internet. Et cette population intéresserait logiquement un géant comme Google qui dira on va passer par le Nigeria. Donc au début, c'est le Nigeria qui était ciblé pour abriter ce câble-là. Mais finalement, Google, sur la base de certaines études, a décidé de l'implanter au Togo. Bon, maintenant, je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Moi, je peux me perdre un peu dans les supputations, peut-être dire que nous avons déjà la sécurité, et en part, je parlais de ce sommet sur la sécurité maritime, et les côtes togolaises sont les plus sûres d'Afrique de l'Ouest. Et ce genre de câble pourrait être également attaqué par des pirates. Et quand on sait que la marine togolaise effectue maritime qui étend donc sa souveraineté sur une bonne partie de la mer, fait un travail éloquent qui est assez salué, ce qui fait que d'ailleurs plusieurs bateaux qui sont destinés vers les ports des pays voisins viennent souvent se sécuriser au large dans les côtes. Je peux supposer peut-être que c'est déjà un aspect qui a intéressé Google. Je peux dire aussi qu'il y a cette profondeur aussi du port de Lomé qui peut permettre aussi de mieux dissimuler ces câbles-là. Mais après, et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que sur le plan numérique, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits dans notre pays.
est l'Agence nationale de cybersécurité, qui a été mise en place, qui est dirigée par un commandant. Et puis ce centre-là de riposte contre les attaques. Donc toutes ces structures-là, qui sont pratiquement dans le Togo, pratiquement les pionniers dans cette partie de l'Afrique, et puis les ambitions du Togo qui veut devenir un hub logistique numérique dans la sous-région. Je parlais de la 5G, on était premier avant les autres, même si notre petitesse fait que ce service-là, aujourd'hui, il y a que des opérateurs qui l'offrent. On attend encore Samsung et Apple pour nous offrir la 5G. Mais tous ces efforts, je pense, c'est cette projection déterminée Google finalement, qui se disait qu'il devait être à partir du Nigeria et d'Afrique du Sud, va finalement partir du Togo et de l'Afrique du Sud plus tard, donc pour couvrir le reste de l'Afrique. Après, il y a ce climat de sécurité en général qui n'est pas forcément maritime. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, c'est un pays pratiquement l'un des rares qui échappe encore, Dieu merci, à ces attaques terroristes et tout cela. Et puis, il faut aussi le reconnaître, il y a une facilité de faire des affaires au Togo. Il y a une amélioration du climat des affaires qui a été reconnue sur le plan international, le point où le Togo a été premier en Afrique dans ce domaine et deuxième parfois sur le plan mondial dans certaines économies. Donc ça veut dire que c'est toutes ces réformes-là et tous ces efforts-là qui sont faits sur plusieurs plans qui, à mon avis, a déterminé Google qui a choisi finalement le Togo au détriment du Nigeria. Maintenant, je ne suis pas dans le secret des trucs, je n'ai pas vraiment toutes les données pour prétendre dire exactement ce qui a motivé l'un de ces GAFA-là à passer par le Togo pour toucher le reste de l'Afrique. Merci, j'espère qu'on peut compter avec ce que vous avez relevé. Ça se sent parce que effectivement depuis longtemps, mais le Togolais devrait se sentir fier de l'être, avec tout ce que, tous les résultats ou tout ce que le Togo, le pays enregistre en matière d'affaires et autres. Le chef de l'État même a saisi sans multi l'occasion pour encore rassurer rassurer les investisseurs que le Togo est en train d'offrir une bonne plateforme pour ces investisseurs. Oui, mais quelle doit être l'attitude du Togolais qui est l'un des bénéficiaires? Non, naturellement, le Togolais devrait être fier de tous ces atouts-là qu'offrent ces partenaires-là pour le Togo. Mais force est de constater que depuis un moment, je ne sais pas, c'est lié à l'information, à la manque d'information, au manque d'information, ou peut-être il y a d'autres facteurs que je ne mets pas moi, ce que je dis, c'est comme j'ai l'impression qu'on ne communique pas beaucoup là-dessus. Puisque aujourd'hui, quand nous parlons du numérique, c'est à une classe donnée, à un niveau donné. Et vous allez pas me dire quand tu vas rentrer dans mon village, dans mon Baware, que tu vas demander à mon paysan ou à mon papa cultivateur qu'on a un sommet sur, qu'il y a un Google qui a installé un câble sous-marin au Togo, il te dira c'est quoi ça. Donc c'est vrai que ces efforts qu'entreprend le chef de l'État dans ce sens-là devaient quand même permettre aux Togolais de trouver un ouf de soulagement. Mais il y a d'autres enjeux, il y a d'autres défis sur lesquels le Togolais attend et ne peut pas peut-être aujourd'hui commencer à apprécier ce que le chef de l'État fait. Ça, il ne faut pas manquer de le dire parce que quand tu vas tout à l'heure parler de ces efforts-là que le Togo fait dans ce sens-là, d'aucuns te diront que non, j'ai faim et le Togolais, le coût du maïs et ceci, là, non. Je crois que quand vous faites un période, vous êtes en train de faire, vous êtes en train de faire mener une activité, il faut mesurer quand même
les urgences. Alors ici, l'urgent pour le Togolais, ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire, c'est peut-être le panier de la ménagère. Alors, nous oublions également justement que avant qu'on ne soit rassasié peut-être du prix, qu'on ne soit rassasié comment l'appelle-t-on, qu'on soit rassasié du produit, du vivrier dont nous aspirons, il y a des problèmes, il y a des sources endogènes qu'il faut d'abord se prévaloir. Donc, en l'occurrence, la cybercriminalité, puisque aujourd'hui, c'est un espace très restreint qui n'est pas ouvert à tout le public. C'est-à-dire, quand je dis tout le public, il faut atteindre un niveau d'abord, c'est pourquoi je dis ça, une classe donnée qui est réservée sur ce domaine-là. Donc, quand tu vas parler sinon beaucoup, peu qui sont dans ce domaine-là, sauront la valeur de la chose et sauront justement l'apprécier. Mais comme le Togo étant un pays où sont 10% de la population essentiellement agricole, analphabète, donc ça fait que même si on essaie d'encourager, ça n'aura pas un impact réel comme cela pourrait se faire sentir. Germain, j'espère qu'il a en partie répondu à ma question. C'est vrai, vous êtes journaliste, chercheur et en plus intellectuel, et vous comprenez le bien fondé de certaines choses. Alors, comment faire pour que tout cela rentre dans le subconscient du Togolais pour qu'il puisse apprécier cela à sa juste valeur comme nous sommes en train de le faire ici? Non, je pense que ça va venir. Parce que le Togolais, jusqu'ici, ne continue qu'à penser à son ventre. Pour lui, Google, c'est d'abord quoi? C'est bizarre. Et puis après, quand le sous-marin, il va se demander s'il a la mer chez lui, à Dapao, à Paouda ou quelque chose. Il va se poser cette question. Non, cela mérite d'être bien expliqué. Je suis d'accord avec vous, mais je pense aussi que ça va venir. Parce qu'aujourd'hui, quand on le dit, nous, journalistes, on se demande d'abord qu'est-ce que c'est. Après, on marque ça l'information. On se dit, ça va porter ceci, cela. Maintenant, il y a des priorités par catégorie. Vous allez voir ceux qui utilisent Internet tout le temps. Toutes les entreprises qui ont besoin d'une connexion assez fluide se disent c'est une bonne nouvelle. Parce que eux, ils savent ce que ça représente. Mais pour le paysan qui attend d'abord la centrale solaire que Fabien va inaugurer bientôt chez lui, lui il attendra d'avoir l'électricité avant pour apprécier, et d'avoir Togocom et ses antennes qui feraient peut-être les 2% restants du territoire et tout cela. Donc après, je crois que, comme je le dis, ça a un impact sur tout le monde. Aujourd'hui, pour que le numérique touche tout le pays, il faut pouvoir électrifier tout le pays. Et le chef de l'État dit d'ici 2030, tout le Togo doit être électrifié. Donc, le solaire est en train d'aller dans le milieu ruraux. Il y a eu cette centrale qui est la plus grande de l'Afrique de l'Ouest qui a été inaugurée à Habitat la dernière fois. Alors, pour les gens de Habitat, ils vont dire, nous avons la lumière. Et ce qu'on dit les intéresse un peu, parce qu'ils sont du droit utiliser Internet. Togocom est arrivé, tout ça, donc eux, ils voient. Mais il y en a qui, quand ils se lèvent, c'est pas Internet le problème. Ils se disent, bon, le maïs est cher, et ce gouvernement, je ne reconnaîtrai qu'il travaille que quand le prix du maïs va diminuer. Le sucre est cher. Aujourd'hui, on se félicite. Tous les pays autour de nous ont augmenté le prix du carburant, mais le Togo n'a pas encore augmenté. Mais on ne dit pas que c'est bien fait. On sait que si on l'augmente, on va se mettre à crier. Je pense aussi qu'il faut apprendre aussi à saluer les petites avancées qui sont faites sans trop faire du bruit aussi. Parce que c'est vrai, il faut communiquer, mais quand on communique et que chacun a ses priorités, aujourd'hui, celui qui veut qu'on diminue le prix du maïs, c'est pas le même qui a besoin que Google passe sa bande passante par le Togo. Donc ça, c'est deux enjeux différents, mais l'un est dans l'autre, parce que chacun travaille avec l'autre pour l'autre. Et donc, il faut y aller. Et je pense aussi que les choses se feront progressivement. Aujourd'hui, l'État dit qu'il va passer à l'assurance maladie universelle. Et si demain c'est fait,
vous verrez des gens dire « Ah, ce gouvernement travaille ». Avant, quand j'étais malade, j'avais du mal à me soigner. Aujourd'hui, j'arrive. Et dans le petit plat dans les mains, et progressivement, les choses se font. Mais après, il y a des produits qui sont prioritairement destinés aujourd'hui. Quand on parle du numérique, je parlais justement de la 5G. On dit le Togo est le premier pays à avoir la 5G. Nous, on n'en a pas besoin. Toi et moi, on n'a pas besoin de la 5G. La 3G, la 4G nous suffit largement pour le travail que nous faisons, même pour une catégorie de personnes qui se disent « Ah tiens, ce pays en avance », c'est exactement comme chez nous, des gens qui viennent de Corée, de France d'ailleurs, ils se disent « Ben là, nous avons la même technologie que nous ». Donc tout ça se fait, mais la convergence, ça converge vers un seul idéal, c'est développer le pays, et tout ça est contenu dans le PND. Maintenant, ça va prendre du temps, et certains seront satisfaits par vague, je peux le dire. Les gens seront satisfaits par vague, mais il y en a, vous verrez, certains déjà, quand une route passe par chez eux, se disent « Ah, le président travaille ». Parce qu'il y a une route qui est passée chez nous. Avant, il y en avait pas. Il y en a qui dira, mais on ne mange pas les routes. Vous avez construit la route. Moi, j'ai faim. Donc, je crois qu'il faut que chacun apprenne à apprécier les axes qui l'arrangent. Mais en même temps, c'est une pression aussi sur le gouvernement parce que les priorités sont là. Il faut trouver les moyens pour satisfaire pratiquement tout le monde au même moment. Pas quand on satisfait certains et d'autres attendent, et peut-être on reviendra aussi parler de ces enseignants qui demandent une augmentation de salaire. Avant même de finir le point, je voulais ajouter un aspect de la chose que dit aujourd'hui. Et nous savons que c'est vrai que ces efforts-là que nous sommes en train de parler sont pas, c'est-à-dire que je le disais tantôt, c'est une catégorie de personnes qui le ressentent. Et cette catégorie de personnes saura mieux apprécier ce qui est en train de se faire. Alors quand vous faites le ratio, vous allez voir que cette catégorie est inférieure à la grande masse qui ne voit pas justement l'importance de ce qui est en train de se faire. D'où la nécessité de communiquer. C'est justement de communiquer. Tout à fait, je ne suis pas trop d'accord. C'est-à-dire qu'il parlait des banques par exemple. Les banques ont peut-être besoin de ça. Vous verrez que tout le monde a besoin d'une banque. Bon, oui. Pour le moment, la banque dit « Ah, c'est une bonne chose ». Mais les autres diront « Mais on ne sait pas ce que c'est ». Mais puisqu'ils profitent des services de la banque, ça veut dire que ça va rendre les services performants. Ils en profiteront, mais pas directement. Donc dire que ça n'arrange. Non, c'est ce que je dis. Quand les Togolais à la banque, mais justement, vous savez qu'aujourd'hui avec le numérique, il y a l'inclusion financière. Avec le T-Money et tout ça. Les gens ont l'argent. T-Money, c'est parce que les nouvelles technologies sont développées. Sur le champ, on ne saura pas. C'est l'aspect sur lequel il est en train d'arriver. C'est-à-dire que d'où l'importance de communiquer. Oui, même si on communique, les gens, ce que je dis, c'est comme je parlais de la route. Quelqu'un dit, ah, le président travaille, il y a une route chez moi. Un autre dira, mais on ne mange pas les routes. Moi, j'ai eu cette expérience la première fois, j'étais à Dakar. À l'époque, il n'y avait pas de belles routes ici. Je circulais sur des routes pas possibles. J'étais dans un taxi, j'ai dit au taximan, mais vous avez de très belles routes ici, à l'époque de Watt. Et là, il me dit, mais on ne mange pas les routes. Et je dis, oui, mais moi, chez moi, on n'a pas de belles routes comme ça. J'aurais bien voulu qu'on ait ça, mais ils s'en foutaient. Vous comprenez, c'est pareil ici aussi, il y en a des gens qui vous diront mais on ne mange pas la route, certains diront c'est bon, mais je crois que le gouvernement ne doit pas tenir compte de ça. Oui, justement. Dans l'intérêt général, ce qui arrange tout le monde, il essaie de le faire, mais après, ce qui est sûr, les gens vont apprécier. Ils se diront mais finalement... C'est vrai, vous vous rappelez quand M. Avocat, à l'époque, président de la délégation spéciale, avait entrepris le dégagement, le désengorgement et des voies publiques, et puis on avait entamé le traçage de certaines routes parce qu'on n'a pas eu comme désagrément toutes les injures. Aujourd'hui, ce sont les mêmes populations qui jouissent allègrement. C'est justement pour ça, comme tu le dis, je crois que c'est la manière de le faire qui est importante.
tu peux avoir la volonté de faire quelque chose pour le bien de la population, mais quand tu utilises les mauvaises manières, on décide de peindre tout ça à noir. C'est ça, il s'agit quoi. Ici c'est bien, mais il faut utiliser des méthodes beaucoup plus souples pour comprendre. On a dit quand le chemin de l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions. On va faire un peu de la politique avancée. La Commission électorale nationale indépendante a été renouvelée, ceci conformément aux lois et textes en vigueur. C'était le 27 sont-ils au total pour gérer, ils sont 25 donc, pour gérer les prochaines élections, qu'elles soient régionales, communales ou présidentielles, à commencer par les régionales bien sûr. Très bientôt, je crois que le nouveau processus électoral est comme ça en train de... Sinon le train électoral est en train de s'échauffer comme ça. Oui, nous avons les élections en vue. En même temps aussi, il y a un dialogue national qui est là, un cadre de concertation qui va aussi donner son point de vue parce qu'il y a certains acteurs déjà qui commencent par dire que les élections ne sont pas une priorité, alors que ces élections-là sont prévues pour se tenir par la loi. Et certains ne voudraient pas qu'on les tienne dans à quelles conditions, on ne sait pas, mais je crois que l'Assemblée nationale a joué sa partition, c'est celle de désigner les 17 membres de cette commission. Donc, cette commission, son travail, c'est l'organisation et la supervision des élections. Donc, si elle est mise en place, c'est pour travailler, c'est pour aller à ces élections. Et les premières qui nous attendent, ce sont les régionales qui sont annoncées. On ne connaît pas encore les dates. En principe cette année, mais il se peut que les acteurs politiques et le gouvernement décident autrement. Et moi je salue surtout l'arrivée dans cette cellule d'un ancien journaliste qui arrive, Roger. Qui arrive au bord du PDP. Voilà, et donc ça fait quand même plaisir de voir que notre métier sert de palier pour faire la politique pour certains. Il y a un grand leader aussi qui a été journaliste, c'est l'ancien chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, Philippe Ratissou et tout ça, on attend de voir, mais pour revenir à cette composition, je pense qu'elle est assez diversifiée, les différents courants politiques et la société civile se retrouvent. J'espère que la NCI. Oui, la NCI. La DMK. Non. Bon, la DMK n'existe pas. Pour le moment. Les NPD. Votre appréciation? Non, je crois que c'est une initiative. Vous savez que c'est dans le cadre du processus électoral. Donc cette CENI est dans son rôle. Parce que le chronogramme, c'est courant cette année, normalement les régionales. Donc, comme le disait Germain, il y a beaucoup qui estiment que ce n'est pas encore une priorité, puisque avec les locales, il y a encore des petits coquilles qu'on n'a pas encore fini de dégrainer et qu'il ne faut pas encore en ajouter. On en a entendu des hommes politiques se prononcer sur la question. Mais ici, c'est qu'il faut rentrer dans l'intégralité de la décentralisation. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux de décentralisation. Nous avons passé le premier niveau qui sont les locales, voilà, qui sont les communales. Donc il faut aller avec le deuxième niveau qui sont les régionales afin de rentrer dans la phase effective de cette décentralisation, afin que nous puissions attirer l'attention des partenaires. Parce que c'est eux, vous savez, ils attendent que ça pour apporter leur soutien indéfectible à la bonne, c'est-à-dire au processus de démocratisation et aller vers les aides que nous connaissons. Donc ici aujourd'hui, ce qui est important, on ne peut pas dire qu'on a fini puisque c'est un processus en soi. On parle d'élections régionales, communales et tout ça. On ne peut pas dire qu'il faut finir avec les communales et baliser tout puisque nous sommes comment le dire, c'est-à-dire que c'est la première initiative, c'est le premier essai. Et après 30 combien d'années que le Togo a organisé ces élections, je crois que c'est des efforts considérables. Quand vous regardez
un peu avec les nouveaux maires que nous avons aujourd'hui, et vous allez voir qu'il y a l'envie d'aller vers le progrès, il y a l'envie de faire quelque chose. Donc on ne peut pas dire qu'on peut finir avec. Donc c'est un processus. Moi j'estime que ce que la CENI a fait en désignant les 17 membres, c'est une bonne chose. Et donc les différents courants politiques ont donné leur aval par rapport à cette composition. Et la curiosité, la grande, c'est le combat de l'ANC qui, entre-temps, les années passées, avait beaucoup et aujourd'hui a compris la nécessité d'y être. Et donc, je crois que plus rien n'attend. Donc, on est en train de voir visiblement que dans tous les partis politiques qui veulent justement s'affirmer vers ces élections-là, il y a beaucoup de choses qui bougent. Mais on ne va pas rester quand même pour parler des élections, rester dans des courants de choses, dans des manifestes, dans des critiques stériles pour ne pas faire le travail de terrain, puisque quand on parle d'élections, c'est le terrain qui est un élément indéfectible. Donc ici, je crois qu'à part, même quand vous regardez un peu, à part unir qui tu essaies de voir ça sur le terrain, il y a beaucoup même qui sont restés, quand tu vois c'est timide, on ne sent pas véritablement qu'il y a des régionales qui sont en train de s'organiser. C'est l'erreur, parce que c'est l'erreur des partis politiques aujourd'hui, parce que quand vous créez un parti, vous voulez conquérir le pouvoir, il faut aller vers la base, et cette base-là doit constitue un socle pour votre agenda que vous voulez présenter. Donc le gouvernement, l'Assemblée nationale a fait du sien, il reste aux acteurs politiques de s'y mettre pour rendre total et effectif. J'espère qu'avec ce renouvellement des membres de la série, les uns les autres comprendront, on va commencer par comprendre que les choses, il n'y a plus de temps à perdre et qu'il faut vraiment se mettre sur le terrain. On a terminé avec le monde éducatif. Le tandem entre le gouvernement et le syndicat des enseignants Togo 7 a retenu l'attention de certains, sinon de bon nombre de journaux. Je vous propose leurs commentaires avant l'événement, avant et après l'événement. Quelle a été la suite? On le verra tout à l'heure. Suivez. Grève annoncée les 24 et 25 mars. Le 7, le gouvernement à couteau tiré, écrit la Nouvelle Tribune. Le 7 est-il un syndicat illégal? Se demande Focus Info Débarrage. Dans le monde de l'enseignement, le 7 maintient la grève des 24 et 25 mars malgré les intimidations et menaces. Lit-on dans le détective. Plus de grève jusqu'en 2025. S'interroge Social Info qui fait allusion à l'un des points du mémorandum d'accord. Encore de la paralysie dans le secteur de l'éducation, s'inquiétait et se demandait le dialogue. La lanterne a piqué pour ses lecteurs une séquence de la signature du mémorandum d'entente et demande à chaque partie de jouer sa partition. Le messager se demandait à l'allure où allaient les choses s'il fallait s'inquiéter pour le 7. La grève maintenue malgré les appels des ministres Bawara et Kokoroko, écrivait Loara les vainqueurs qui parle de dialogue de sourds entre le gouvernement et le 7. Bawara et Kokoroko qui menaçaient de sanctions comme le relève Dunia Le Monde. Selon le changement qui parle de coups de théâtre, la grève du 7 serait soutenue par d'autres confédérations syndicales. Le Tonnerre voyait dans cette menace de grève un dernier site à risque et finalement, il paraît selon Flambeau des démocrates que le site serait seul contre tous. Tout ça alors que les acteurs s'étaient accordés sur l'essentiel comme le relève Nouvelle Opinion. Une seule question, la grève a-t-elle vraiment eu lieu selon vos investigations et vos recherches sur le terrain? Bon, je n'ai pas ressenti les effets de cette grève. Après, je ne sais pas si elle a eu des effets dans certains coins du pays, mais on s'attendait un peu à cela parce qu'il y a une bonne majorité des acteurs de l'éducation
qui ont signé un mémorandum qui met en avant la nécessité d'avoir une trêve bénéfique à l'éducation des enfants et la plupart s'inscrivent dedans. Donc je crois que, comme le dit le flambeau, le 7 s'est retrouvé seul contre tous finalement dans cette entreprise. Est-ce que le 7 n'a pas fait un faux pas? Non, enfin, mon avis, non. Il n'a pas fait un faux pas parce qu'il ne faut pas en compte. Quand on parle du 7, c'est vrai que, eu égard par rapport au caractère légal dont on parle, est-ce que le 7 aujourd'hui ne pose pas un problème qui reflète quand même, qui a un regard des enseignants, c'est de ça, parce que quand vous voyez, c'est une guerre qui est visiblement établie entre le 7 et les autres syndicats. Est-ce que ce mémorandum qui a été signé, ils disent non qu'ils se retrouvent pas en ce mémorandum, le gouvernement dit non que vous n'êtes pas représentatif. Donc je crois que sur les numéros là, on devait quand même réunir tous les acteurs et décider de quoi faire pour que le monde éducatif ne soit pas affecté. Quand c'est comme ça, je crois que c'est nos enfants qui en pâtissent, nos parents d'abord, et ensuite nos enfants et qui sont quand même qui en pâtissent. Donc je crois que dans ce cadre-là, on ne devrait pas mettre en marge de cette infligeant de caractère illégal pour que là, le monde, le secteur éducatif là, puisse quand même avoir quand même des coups de frange pour quand même donner ce qu'il a donné à nos enfants. Voilà, c'est sur ce constat que nous se fermons les portes de cette paroisse pour aujourd'hui. Merci à vous qui nous avez suivis de par le monde. Merci à Germain Pouy pour sa disponibilité sans cesse renouvelée. Merci également au jeune Mamba Kwame pour également sa disponibilité. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé dans la conduite de cette émission, de cette messe, du montage, Léon Makaka, à la diffusion, Quentin Bidola, en passant par le cadrage, Maki Ibrahim. Nous allons nous donner rendez-vous dimanche prochain autour d'autres évangiles. Mais avant de se séparer, voici ce que nous propose en méditation Jean-Jacques Rousseau. Il dit, je cite, l'homme qui a le plus vécu n'est pas celui qui a compté le plus d'années, mais celui qui a le plus senti la vie. L'homme qui a le plus vécu n'est pas celui qui a compté le plus d'années, mais celui qui a le plus senti la vie. C'est de Jean-Jacques Rousseau. Je vous invite à une bonne méditation et à dimanche prochain. Au revoir.